On a parlé sécurité avec expert en sécurité Emmanuel Paul. On a parlé avec lui dans le contexte déploiement mission multinationale d'appui à la sécurité qui a concrétisé. Monsieur Paul, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour tout auditeur Magic 9 et bonjour tout le panel là disponible pour nous répondre et discuter sur la situation sécuritaire là. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Nous allons parler pendant une quinzaine de minutes. Nous allons jouer une compréhension, expertise en tant que spécialiste en sécurité, notamment sur agissement gang et parallèlement sur force là et force multinationale là qui vient pour venir et que c'est Kenya qui a fait pour niveau leadership. Et avant nous aller plus loin, quand même bon c'est son réaction à chaud, mais c'est depuis hier président Ruto, président et Kenya a fait déclaration ça, les dit force là et une capacité pour créer gang. Comment tu as réagi à la déclaration ça? Bon, et premièrement, moi on est capable de dire deux choses, c'est que le président Ruto fait déclaration ça parce qu'il estimait c'est en fonction des informations qu'il a que il passe sur le terrain et recevoir des informations de la part de trois émissions préliminaires qui étaient venues ou bien de la part de Haïti et directement. Donc, du coup, sur base d'informations qu'il gagne et sur base et ça lui-même il est prêt à déployer et capacité, il pensait que force qu'il a disposé et pour l'expérience qu'il a gagné parce qu'il a fait des missions internationales déjà en Somalie, etc. Donc, et sous base ça, probablement, il fait déclaration ça. Mais maintenant, il reste à savoir, est-ce que déclaration ça a couronné de succès? Ça, c'est la grande question, parce que chaque théâtre d'opération différent, c'est environnement physique et aussi sociologique, mais aussi nature, problème de quoi il est difficile l'une par rapport à l'autre, et capable d'apporter une solution telle qu'on peut prévoir sur le papier. Donc, c'est ça me dit, et au prime abord. Donc, parallèlement à la déclaration ça, et avant, nous avons des mouvements qui ont fait courir, détruire infrastructure, la police qui est dans la zone et commissariat, piqué, collé là-dedans avec gros gel pour détruire. Est-ce que vous pensez action ça, c'est une action de panique pour côté gagnant? Bon, comme tu vas comme ça interpréter, c'est pas pareil. C'est plutôt, et, ça ne déclaré en adresse en défense active. C'est que, il y a une force qui a été. Oui, qui ça? Il y a défense? Active. En défense active. Ok. Yeah. Donc, ça veut dire que, dans une certaine mesure, commencer par des dispositions et offensives, mais c'est pour préparer des défense. Donc, parce que, pour ce qui est bien, en plus que, faire une description méthodique de tout ça à utiliser comme des infrastructures et pour la police ou bien force et une planquée dans la zone protégée mais deuxièmement l'autre barrière ils ont fait tout ils ont essayé commencer un élargissement de front c'est-à-dire après ils ont commencé à attaquer de nouvelles zones donc on attendait de briser dans l'histoire maintenant semaine là j'ai un qui nous dit briser matin encore nous attendait la casualité donc c'est-à-dire il y a élargi point ça il y a une stratégie en plus que il voulait utiliser c'est la stratégie des mille entailles c'est-à-dire il fait plusieurs et coups de couteau et même si c'est pas de gros coups mais c'est de petits coups qui prennent là comme regarder ça là c'est fait plusieurs entailles dans tissu et puis pour une baille plus et pour créer zone et d'efforts que force la balle gagne pour développer. Donc, ça, c'est ça m'a révélé en défense active. C'est-à-dire qu'il prépare la venue de la porte. Je vais en parler à la, monsieur Paul. C'est quoi qu'on a dit, groupe armé criminel ça, et au-delà de exactions, il y a fait sur population, kidnapping, voler, assassiner monde, fait d'action monde, gon intelligence des groupes armés. Bon, nous qu'a dit et premièrement c'est que groupe armé yo son coalition qui vient là, il vient plusieurs et tendance à entrer là-dedans parce que mais groupe armé c'était en mosaïque, c'est-à-dire pour être capable de dire des gangs territoriaux, il y a des groupes communautaires, il y a des groupes criminels à proprement parler, mais aussi il y a des groupes d'opposition
c'est-à-dire des groupes qui, dès le départ, qui sont toujours opposés à gouvernement. Tandis que il y a des autres qui ne sont pas trop intéressés à prendre le gouvernement, c'est juste à l'activité du même donc, il suffit que vous réglez l'affaire. Donc, maintenant, je dis, tout le groupe ça est réuni ensemble en coalition parce que gagne on menace et on va dire commune qui passe à eux-mêmes. Donc, ça qui vient fait que vous gagnez plusieurs expériences, plusieurs expertises qui mettent ensemble. Parce que c'est vous humain, l'autre, on va gagner en pile pour venir développer en compétences conscientes là-dedans. Et même dans un dire même plus, soit pour venir développer des réflexes, ça aurait les langage militaire en compétences inconscientes. C'est-à-dire où fait des bagailles et qui sans pas même bien temps réfléchir tellement ils viennent ancrer dans vous puisqu'on fait la pile. Donc, c'est ça, je suis capable de dire dans un premier temps, mais en même temps, tout, ne pas ignorer que, capable de gagner des intelligences qui portaient et donc ça, pour plusieurs raisons. Parce que, en réalité, le monde dans son monde très complexe, c'est que, on parlait de criminalité transnationale qui est à toute chose. L'on gagne un pays qui gagne, pour prendre ça encore 360 km de frontières non protégés et 1770 km de côtes non surveillées. Donc, il y a lieu à un pile activité transnationale. Et, une activité transnationale, yo, a joué un avantage dans ça, il a essayé de jouer tout à dépendre de pour intervenir. Ben. Oui, vas-y. Avant d'avancer, on dit question pour M. Emmanuel au plan opérationnel, pour me garder appréciation et dans le paquet de 70 millions d'appui à la PNH, à la mission annoncée par l'État américain, il a indiqué qu'il y a bien 35 véhicules Max Pro, 80 Humvees, des fusils sniper, drones et d'autres appuis et pour appuyer la police là dans des cas opérationnels. Est-ce que sur le terrain, par rapport à stratégie bandit, par rapport à occupation territoriale, par rapport à utilisation de tactiques de guérilla, pour le moment, est-ce que nous avons une situation d'affrontement d'infanterie classique? Et si nous n'avons pas ça, est-ce que des policiers qui apportent des réponses opérationnelles satisfaisantes? Et merci un peu pour question ça, c'est que justement, et moi, je pensais que nous, pas peut-être dans une situation de combat classique, mais nous avoisinés. Parce que normalement, et guérilla urbaine, c'est une spécialité qui mélangeait plusieurs spécialités militaires, donc infanterie, le génie militaire, mais aussi l'intelligence, et unité de renseignement, même dit unité de renseignement opérationnel. Ça veut dire, lors de la situation, ça, il demande des compétences supérieures à compétences en policier normal. Mais comme il prévoit, parce que supposé, si il y a des matériels aussi sophistiqués, qui c'est des matériels militaires, par exemple, et véhicules, et Max Pro, aujourd'hui, même dans le théâtre, et premier, il y a Max Pro qui a utilisé, c'est pour dire que c'est un matériel strictement militaire. Donc, moi, je pense que s'il y a bien matériel, il y a des préparations en conséquence qu'a fait pour nous qui va l'utiliser. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il n'est pas suffisant pour gagner des matériels sophistiqués, mais il faut qu'on gagne une compétence adéquate pour manipuler. Et en plus de manipuler, réparer s'il y a un problème immédiat sur le terrain, parce que nous constatons de quoi, on sait que panne opérationnel de l'équipement qu'on fait que les Haïtiens payent une centaine de milliers de dollars américains et dans l'opération. Juste parce que l'APL là prend un petit problème opérationnel et puis il est tombé sous contrôle et gouverné. Donc, pour moi, il demander en compétence en plus que, moi, espérer que, parce qu'il y en a à disposer pour utiliser l'équipement ça. Mais en face aussi, on devrait signaler que, mais l'autre barrière que nous connaissons, c'est que, à mesure que force a déployé l'équipement qu'il y a à disposition, et l'équipement qu'il y a à disposition, c'est que en face, et les gouvernements, ils observent. C'est que, en observant, ils sont capables de commencer à réfléchir sur contre-mesures qu'ils apprennent par rapport à l'équipement ça.
Il dit à nous, Pardon, oui, monsieur, vas-y. il presque Oui. 8 heures, nous allons saluer au pays, nous pas continuer avec l'IDEA. Et puis, prochaine question, c'est quelles sont les difficultés d'opération et en milieu urbain avec des typologies d'armes, mais monsieur des armes de guerre, des tactiques de grillage, nous avons avancé là. Oui, monsieur Paul, nous avons élaboré avant de nous poser prochaine question sur les avantages et les difficultés et d'avoir l'urbain comme théâtre d'opération avant de nous parler des conditions d'engagement et qui a entouré l'utilisation de la force aux éléments fournis en appui opérationnel à la PNH. Oui, et justement, on se posait la question, c'est en face, et quelles sont les mesures d'adaptation, en plus que ça, nous, ouais, que monsieur déjà a mis en œuvre. Parce que il y a aussi, parce que ça, pour nous comprendre, c'est que l'on est en situation, et côté que, et vient gagner plus capacité de violence qui est disponible. Oui, monsieur Paul, la capacité de violence, c'est là ça la communication. Exactement. Justement, les gains augmentation de capacité de violence dans encore, c'est qu'il faut aussi s'attendre à une augmentation de capacité de l'autre camp. Parce que justement, et dans ce genre de situation, ça et gain l'équilibre que les groupes ont toujours cherché. Parce que mon capacité et groupe en face là, li a gardé en face qui ça qui a fait. Et peut-être que là, nous ignorer qu'on est quelles sont les nouvelles et acquisitions que monsieur a fait. Et parce que il va falloir attendre et voir. Maintenant, à nous aborder deux aspects rapidement. Avant avancer dans l'autre aspect, Robinson, permettez-moi et moi une petite précision à expert là. En même temps, monsieur Paul, bandits criminels, c'est pas des monde qui gourmet pour des causes, des idéologies politiques ou des causes religieuses. Et si on dit, il faut là bon, il y a des gros trafiquants qui ont un intérêt économique, c'est vrai, mais ces soldats, c'est des petits volets, pour faire kidnapping, et déjà et tout, et c'est pas des gens qui ont des convictions de ça à faire. Et là, on mettez avec explication son pied de ça, qu'on comme d'adou, il va résister. Si vous pensez que, face à assaut éventuel que force multinationale a Bénin, il est pas capable de résister, pas capable de camper. C'est d'après mon avis. Bon, moi-même, par principe, on ne minimise jamais un acteur. Ça, c'est pas principe. Mais deuxièmement, moi, je pense que, et moi, bien content question ça, parce que, pour nous catégoriser Goubio avec, un niveau soldat, c'est que, gagner, si nous capables de faire près de 4 catégories. Gagner le chef et son entourage. Et puis, après ça, on a besoin de c'est les soldats aguerris, les combattants aguerris. Et puis, bon, troisième niveau, c'est justement, ces soldats sont parlés là, qui peut-être pas gagné pour conviction, etc., ou bien qui peut-être pas gagné pour capacité. Et puis après, il y a aussi les antennes, c'est-à-dire les informateurs et le rôle et davantage. Donc, on a 4 niveaux. Mais, dans 4 niveaux, ça, le premier niveau, qui c'est le chef et son entourage et les combattants aguerris, ça, non pas qu'à dire, et, comme tu as dit ça là, c'est des simples et comme si criminel qui a opéré, non. Parce que, le regard des opérations que vous menez pendant tout, les 3 dernières années, ça, et, ou pas qu'à minimiser ça. Et si vous devez mettre en échec dans une certaine mesure, et des unités de la PNH, c'est pas parce que l'unité de la PNH est nulle. La PNH a une capacité pour le faire face, c'est qu'en face, il y a quelque chose. Donc, on ne minimise pas un adversaire et dès le départ. Ça, pour moi, et si on se vient et que c'est la demande d'aide, il pour lui, tant mieux. Mais on ne peut pas, et dès le départ, se dire qu'ils vont fuir, donc pas la peine de se donner les moyens ou bien de réfléchir et pour situation ça. Donc, ça, c'est pour moi un point qui est important. Et autre chose aussi, peut-être que ni moi ni vous, nous partons tous les tenants et les aboutissants de mouvements et criminels armés qui viennent dans le pays. Donc, on va c'est la prudence est de mise
demander pour nous nos réflexions, non, sans que nous pas, comme tu as dit ça là, rester dans ça qui paraît devant nous, pour nous aller au-delà et un peu en profondeur. Tout à fait. Robertson? Merci, Ben, pour demander de précision ça et pour réponse là. Maintenant, avantage d'affronter des groupes criminels avec armement, ça a eu gain, et récemment là, on a vu l'introduction via des images. Maintenant, on voit qu'il y a un FN et des phares, fusils automatiques et légers. Et à côté du armement, nous retrouvons dans la dominance, c'est des fusils qui de fabrication américaine, M16, M4 et AR-15 entre autres. Et clairement, c'est des mondes qui sens de feu et classique, on dit c'est 556, 760 et 550 mm, 62 mm. Et il a été dit également que il y a des cas côté il y a des armes qui tirent calibre 50. Ça va rester à déterminer. Maintenant, de ce contexte également aussi, il y a eu cette annonce du président Petro qui dit que il pète du contrôle. Et donc, partie dans stock, c'est probable que vous trouvez des criminels en Haïti, en Équateur. Là encore, c'est des bails qu'il va falloir attendre, vérifier, renseignements de drone pour avoir une idée de ce que cela peut représenter en termes de disponibilité pour ces criminels. Partie ça, n'a pas. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients d'un théâtre d'opération urbain et, vous considérez tout règle d'engagement et pour les éléments de cette force qui fourniront cet appui opérationnel à la PNH. Quel devrait être le règle d'engagement pour avoir au plan opérationnel un appui optimal, selon vous? Ok, merci. Première précision que je vais faire, c'est que la situation haïtienne est liée en situation complexe, dans le sens que nous sommes en dessous du niveau de conflit. Ça veut dire, dans catégorisation situation haïtienne et la Croix-Rouge internationale qui est gardien des conventions de Genève, il n'est pas considéré situation haïtienne comme une situation de conflit. Il est considéré plutôt comme une situation de violence interne ou bien de haute situation de violence. Donc, la situation, c'est que le droit international humanitaire n'est pas applicable. Donc, quand il parle de droit international humanitaire n'a pas appliqué, il parle du droit international des droits de l'homme. C'est qui vous mettez plus restrictions à l'unité qui va le combattre. Alors que les groupes criminels, ils ne sont assujettis. Unité, restriction en termes d'utilisation de la force mortelle. C'est ça, on dit? Justement. Oui, restriction en termes, parce que le droit international humanitaire, c'est le droit de la guerre. Donc, il y a plus marge de manœuvre, parce que c'est la guerre. Lui accepter que c'est en situation de conflit, et qu'il y a des mesures qui sont capables de prendre en situation de conflit. Mais maintenant, qui te mettait au pot. Cette restriction-là, pardonnez-moi, qui te mettait au pot. Cette restriction-là est classique, est-ce que ça peut changer au niveau normatif, au niveau légal, à partir de décisions que pourrait prendre le Conseil présidentiel de transition pour lui-même, lui décréter ça qui constitue une menace que la fait face là? Et oui et non. Oui, dans la mesure où, si c'était des unités strictement haïtiennes qui avaient mené l'opération, par exemple, nous avons un exemple très classique, et le gouvernement équatorien qui est actuellement là, déclare et le groupe criminel la théorie, c'est que nous lançons une opération militaire contre eux. Donc, il se donne les moyens, avec le droit national, il se donne les moyens pour utiliser la dernière rigueur. Mais ils utilisent ces pour force. Mais là, il y a une force internationale qui va résolution des Nations Unies et l'intérêt à respecter parce que c'est une résolution, ça a existence. Donc, il est obligé de rester. Donc, il est obligé de rester dans la résolution. Qui résolution, ça, sinon exactement, lui confier les missions, lui mettre en bas le droit international des droits de l'homme. Ce qui va plus restriction et que malheureusement, le Conseil présidentiel a changé résolution. Il a toujours demandé un ajustement et à ce moment, ça va le faire et il va faire objet d'une discussion au sein du Conseil pour échanger l'aspect ça.
Maintenant, qui te mettait au jour? Qui te mettait au position de point? Maintenant, c'est qu'il faut que, parce que faut nous prendre dimension juridique là, parce que c'est dans la résolution 2699 de Conseil de sécurité et les règles d'engagement, effectivement, fort définies en fonction de l'identification de la nature de son gain, est-ce son conflit, est-ce son situation de maintien de la paix, parce que chaque caractéristique de ce texte là, il tombe bien bon chapitre et normatif qui baille des limites et des permissions. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer, en considérant tout ça, qu'il y ait des aménagements opérationnels sur le terrain qui voudraient, compte tenu de cette limite-là, que par rapport à des opérations spécifiques et niveau d'engagement, niveau de danger et évaluation du recours à la force mortelle et le cas échéant, ou qu'à rentrer dans le théâtre côté ou gagner des forces, des éléments de la force multinationale qui, dit, pas jouer des rôles de pénétration. Mais il y a plutôt là un appui pour délimiter, par exemple, des périmètres de sécurité, des zones de fuite possibles, mais ce seront les éléments de l'UTAG, de BRI, de SWAT, et 6 mots et 8 mots, moi, ils ont utilisé pour faire des fins de pénétration ces dernières années, qui auront cette tâche d'être faire de leurs opérations. Est-ce que c'est des ajustements qui a fait chemin faisant sur l'opération sur le terrain, en considérant cette contrainte juridique que l'on a évoquée là, Oui, très bien. Bien sûr, plein d'arrangements qui est capable d'être sur le terrain. Mais il y a des choses aussi à tenir compte. C'est que la force kenyane, lui, dans une certaine mesure, ont responsabilité. Et que même s'il n'est pas pénétré directement et il y a peut-être pénétré, dans l'opération, ils seront aussi responsables. Parce qu'il y a des engagements qui ont été pris. Mais, de notre point de vue, pour faire un aménagement opérationnel, lui, et bien ça, il y a une économie, optimisation de contraintes, et puis pour réfléchir sur les autres plans, sachant qu'il y a un contrainte. Par contre, lorsqu'il y a une situation comme ça, demander, et c'est là pour moi, peut-être un point de faiblesse, c'est que lui, c'est une situation consommée en tout le monde. Parce que dans une situation de guérilla urbaine, il faut faire en sorte que le nombre d'attaquants est au moins 2 fois supérieur au nombre de défenseurs. Parce que si c'est la police, ou du moins, disons, la coalition police et force internationale qui a attaqué dans l'opération, il faut qu'il y ait peut-être moyen 2 fois supérieur à quantité de monde qui en passe là. Parce que, puisqu'on va intervenir en ville, et pas jamais oublier ça, c'est que il y a des civils qui ont encore habité dans une zone sahel. C'est là, le droit international des droits humains est important. C'est que, on doit tenir compte de situation ça. Donc, c'est-à-dire, gagner, et même sur le plan sociologique, c'est que, même pour l'opinion publique, c'est qu'on a saisi, ouais, que, je dis en opinion pas favorable à monsieur du tout, mais il on pas vu qui fait, ou bien il doit commencer fait, il doit changer de perception. Et par exemple, il y a aussi dans un contexte international difficile. Parce que le Kenya, qui sont pays africains, qui retrouvent en collaboration avec les États-Unis, il y a certains d'autres pays africains qui parlent bien, ouais, parce qu'on voit dans plusieurs pays africains, des mouvements anti-occidentaux. Et pour capable de joindre des situations côté que il y a des militants panafricanistes qui commencent à débattre. En clair, pardonnez, parce que c'était le dernier chapitre m'a abordé avec vous avant, c'est bien conclu et il y aura forcément une bataille d'image et d'opinion et non garder comment bandits, groupe criminel, pendant des dernières années, ils ont été d'une efficacité chirurgicale au plan de la communication et pendant la première. Maintenant, clairement, vous faites l'islam, et aux États-Unis, il y a les républicains qui sont hostiles à l'utilisation de ressources pour appuyer les missions multinationales là, dès qu'au congressman dit, mais pourquoi ces équipements haïtiens lorsqu'on pourrait les donner
à l'Ukraine. À l'intérieur même du Kenya, il y a eu une succession d'obstacles. Et là, la semaine dernière, il y a une introduction d'un recours par devant la justice pour bloquer et déploiement. Cela a pris beaucoup de temps. Ou évoquer ce contexte global au niveau du continent africain, côté gain, on rejet et de l'Occident avec une incursion beaucoup plus marquée de la Russie et de la Chine. Donc, ce sont des contextes globaux. Il y a aussi sur le terrain en Haïti des gens qui ont même tout et pour raison pour qu'Haïti était en état failli pour que ce statu quo là qui est bénéfique aux criminels et à monde qui a lié d'ailleurs et ce seront autant d'attaquants possibles de opérations SAEU qui a fait ou bien qui a supposé fait pour établir l'ordre. Donc parti ça sont partis pour nous et commencer à réfléchir et comprendre que la bataille de l'opinion et la bataille d'image peut être et aussi féroce que la bataille de terrain qui est anticipée. Monsieur Emmanuel Paul. Et ce point ça, et ma position et que je pense que l'État haïtien et la société haïtienne en général, parce que en plus de opérationnel, etc., donc il faut attaquer les criminels, il faut attaquer les criminels, il faut poser la question. Mais comment on est arrivé là? Et ces questions, ça va pour nous poser. Dans une réflexion qui profonde, ça m'a aidé dans une réflexion stratégique. Pour nous, que, au-delà des armes, au-delà des combats sur le terrain, quels sont les autres combats à mener? Parallèlement, pour nous capables de joindre une solution à problème, parce que le problème, pas résoudre et avec ZAM seulement. Parce que, ou capable et combattre et que a bien des soldats capables de tomber si les déterminants sociaux, si les conditions qui étaient créées ça sont toujours là, il a reproduit et ça, il va reproduire avec plus force. Ça c'est le long terme bien qu'on mettait ça sous les dernière question en ensuite ça et est-ce qu'il va falloir très rapidement pour la PNH appuyée par des éléments de la mission multinationale et d'appui à la sécurité, est-ce qu'il va falloir, pour eux, d'avoir des succès opérationnels rapides et espérer un fait domino, c'est le premier aspect à vous considérer, et gon bagay, nous tendez qu'à bouillir dans cette population, c'est bois calé. Yo vraiment, à quel que soit le moment, gon déséquilibre de rapport de force, qui défavorable à bandit, yo même yo parle pour bois calé. Maintenant, nous tendez ça. Et est-ce qu'il faut attendre pour espérer des victoires rapides et espérer un effet domino au niveau des bandits? Et si nous avons un phénomène de bois calé, est-ce que retomber négatif pour la police et la nationale là dans ce cas-ci? Sinon, hypothèse ça. Bon, et pour l'effet domino, donc, c'est possible. Mais c'est aussi possible, et en voulant être pessimiste, c'est aussi possible dans l'autre sens. Parce que ce qui arrive, c'est que si la force multinationale ainsi que la police, dès le départ, ils ont commencé à marquer des points, ça peut créer une situation de panique et que nous avons fait de droit. Dans l'autre sens aussi, si il y a des ratés, et ça, lui demander justement en pile précaution, en pile et raté venir dans les deux sens. C'est-à-dire soit par de bavure ou bien tout soit parce que et on avait sous-évalué la situation et que il y aurait un revers. Et l'on ça est capable de créer des situations et que nous pas contrôler. Mais par contre, pour ça qui concerne la justice populaire, c'est difficile à prévoir parce que en plus de ça, son bagage pour malheureusement et nous oublions celui-là, c'est que nous sommes générateurs de violence. Et là, quand il a si que ça, il est capable d'infecter combien de des adversaires dans les défenses radicalisées et que nous gagnons un flambé de violence qui est inimaginable. Et il est préférable que c'est les structures dédiées à ça qui résout le problème. Parce que il faut aussi penser à la justice. C'est-à-dire, parallèlement, on a augmenté les capacités et militaires, les capacités opérationnelles, pour nous augmenter également les capacités du juge. Donc,
on monde qui retrouve une situation ça, parce qu'il faut capable inciter mon tout à rendre tête ces situations en modèle. Parce que si on connaît que et finalement pas bien l'opposition et donc ça capable faire que il entre dans la mort et il va générer plus de violence. Pour moi la solution c'est essayer de jouer une façon pour nous diminuer la violence. Je pense que le force tant qu'à venir objectif c'est pas venir augmenter la violence, c'est pour diminuer la violence. C'est ça qui fait dans l'attaquer à monde qui fait violence. Donc mais faut qu'il y ait des mécanismes qui eux-mêmes au lieu qu'il exacerbe la violence là et que pendant le combat bien il continue à diminuer. Donc c'est l'équilibre de la terreur pour montrer que les pouvoirs publics sont dépositaires de cette force pour contraindre ces groupes d'armées à être sérieux dans le remède d'armes inséré. Bon, c'est un espoir. Dernier point là, il y a une mission qui est conférée à M23, c'est de sécuriser des sites stratégiques et des infrastructures stratégiques, des infrastructures économiques. Et partant du principe que cela, son attribution et intervention d'opérations statique ou de positionnement statique. Et est-ce que il faut imaginer ou comprendre que cela va impliquer un rayon stérilisé autour de ce périmètre? Est-ce que cela va supposer des couloirs sécurisés d'accès à ces infrastructures pour la relève, pour la logistique, pour l'alimentation? Et en considérant certaines de ces infrastructures se trouvent au cœur même des territoires contrôlés par des bandits, et est-ce que cela va impliquer inévitablement des affrontements et des escarmouches ou pas? C'est la question, M. Paul, il n'a pas de pour très concis, et puis nous allons dans l'histoire. Merci. Oui, c'est tout à fait possible, parce que pour sécuriser un site qui est en pleine, qui est en même temps zone contrôlée par adversaire, donc par l'abri de escarmouche et voire même affrontement. Et en même temps, pour me finir, je voulais signaler que le fait que il y a plusieurs sites stratégiques à gérer, ça va le consommer en pile et tout. Et le fait que les troupes a venir de manière graduelle, c'est que nous risquons nos situations côté que, pour cela, le temps de déploiement, les bails adversaires en temps d'adaptation qui est capable de crucial. Parce que il y a un avantage en termes de combat, c'est l'effet de surprise et l'effet de débordement. Si vous faites graduellement et que, à mesure où vous êtes capable d'aborder l'adversaire en ligne, adapter la augmenter capacité, l'autre en capacité qu'on a, le même en capacité pour le faire face à l'autre. Et c'est ça, moi, je pense, logistique, pour mon venir, c'est supposé et fait de manière et rapprocher pour te permettre de faire des débordements et les gains. Donc, c'est ce point ça de l'écamper. Merci, M. Paul. Nous bien éclairé à toi. Pardon, bon la journée. À bientôt. Merci à Magic 9 et merci à tous les auditeurs qui t'ont entendu. Réflexion pour aujourd'hui. Merci beaucoup.